vous cache pas qu'il fait chaud, chez nous comme chez vous, j'imagine, mais c'est pas grave, on va quand même faire le 129e épisode des Technos. Il fait plutôt chaud, plutôt douf, comme on dit en Belgique, ou peut-être aussi au Luxembourg. Tiens, comment dit-on au Luxembourg quand il fait chaud ? Non, je suis pas au Luxembourg, je suis en Thaïlande là, je pense, parce que je suis en train de fondre. Donc il fait chaud aussi au Luxembourg, dans le centre de la Wallonie, du côté de Namur, Benoît. Il fait chaud aussi, on l'imagine bien. Il fait chaud, donc on va pas se plaindre. Donc il fait chaud, il fait beau. Il fait beau. Vous l'avez compris, c'est avec ces deux zigotos que nous allons passer un petit peu de temps pour passer en revue l'actualité technologique de la semaine qui, comme c'est souvent le cas à la fin du mois de juin, se calme tout doucement. C'est la raison aussi pour laquelle, vous le savez, pendant les mois de juillet et août, on lève un petit peu le pied côté actualité, même s'il y aura un épisode intermédiaire. Ce sera le 131e épisode, première semaine du mois d'août, comme ça vous êtes déjà avertis. On peut peut-être directement attaquer, si vous le voulez bien, avec le courrier des auditeurs. On a normalement répondu à tout le monde concernant les différentes questions, les demandes, etc. Surtout, évidemment, toujours en commentaire de la vidéo sur YouTube, mais pas uniquement, parce que vous répondez aussi ailleurs. Je reprends comme ça deux petits exemples, celui de Stéphane qui nous laisse un message qui nous dit « Je continue certes de mettre un pouce bleu, ce qui est très gentil, mais la disparition du minuteur des rubriques me manque fortement. » C'est vrai que fut une époque où on mettait le timing de chaque rubrique en regard des titres sous la vidéo sur YouTube. Si vous ne le savez pas, si vous nous écoutez en podcast, c'est quelque chose, un détail que vous ne connaissez pas, mais il est possible de faire ainsi des raccourcis. C'est-à-dire, quand on clique sur le timing en question, on va directement au passage désiré dans la vidéo. C'est une chose qu'on faisait à un moment donné. Il faut savoir que ça prend énormément de temps, ça a l'air de rien comme ça, mais d'aller indexer chaque séquence dans la vidéo. Et donc, on a un petit peu perdu cette habitude qu'on va essayer de relancer peut-être la saison prochaine, en septembre. On va essayer de trouver une technique pour pouvoir garder en mémoire les différents timings des rubriques et ainsi ne pas perdre trop de temps suite à l'enregistrement, puisque l'idée, c'est tout de même, puisqu'on est un peu dans l'actu, c'est de vous proposer le plus tôt possible dans la soirée du jeudi, en général, les épisodes qu'on vous propose. S'il faut indexer ces vidéos, ça va prendre autant de temps et donc ça va reporter la mise en ligne de la vidéo, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Donc voilà, on va essayer d'arranger les choses, Stéphane, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Quoi qu'il, merci pour les pouces bleus. Un autre message qui nous avait été envoyé par Cédric, ça concernait le hors-série de la semaine dernière, Bruno. C'est un hors-série que tu avais commis concernant la Timebox Mini, c'est ça, c'était ça l'idée. Et il demandait donc quelle était l'autonomie de cette boîte lumineuse et sonore, et varie-t-elle entre modèles. Si j'ai épinglé cette information-là, c'est justement pour montrer que tu réponds en temps réel aussi, Bruno. En 5 minutes, normalement. Voilà, c'est assez rapide en général. Donc, tu avais répondu que l'autonomie était de maximum 10 heures pour le modèle qui avait été présenté. Voilà pour le courrier des auditeurs. Il y en a d'autres, je vous ai dit, mais évidemment, on essaie toujours d'y répondre le plus rapidement possible en regard de votre commentaire, que ce soit sur lestechno.be, sur YouTube ou par exemple sur informaticien.be quand l'article paraît chez nos amis d'informaticiens. Je pense que là, on a fait bien le tour de la question avec Benoît et Bruno. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Ça m'arrive de temps en temps, je suis dyslexique, excusez-moi. On va aborder notre abécédaire traditionnel avec la lettre A comme Amazon. Je ferai peut-être juste un point par rapport à la lettre A comme Amazon et pas comme Apple, parce qu'on a fait, quelqu'un nous a fait justement un commentaire cette semaine en disant qu'on laissait beaucoup de place à Apple parce que c'était le premier de la série. C'est possible, on va analyser ça durant l'été et on vous dira quoi aussi à la rentrée. On essaiera d'adapter peut-être notre abécédaire d'une autre manière. On parlera plus d'Apple à la lettre A, mais de pomme à la lettre P. Enfin, je ne sais pas, on trouvera une solution. A comme Amazon, et c'est Benoît qui va s'y coller pour le coup, pour parler d'Amazon qui développe son offre épicerie en achetant une autre boîte en fait. Voilà, ils ont racheté Whole Foods, qui est un gros distributeur, une chaîne de taille moyenne plutôt, chaîne de supermarché bio américaine. Ils payent cher, je pense qu'ils payent un peu plus de 13 milliards de dollars, donc c'est pas donné. Et l'intention évidemment c'est de développer encore un peu plus l'offre épicerie d'Amazon. Je pense sur deux axes.
L'axe évidemment des boutiques physiques, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais Amazon a présenté des projets de boutiques dans lesquels on n'aurait pas besoin de passer par la caisse, en utilisant toute leur techno Oui, il me semble qu'on en avait parlé. Hein. Oui, utilisant toute leur techno d'analyse, etc. L'idée, c'est que tu rentres dans la boutique. Amazon se rend compte que c'est toi parce qu'il te connaît. Oui. On n'est pas fichés, les mecs, on n'est pas du tout fichés. Tu prends les articles. Ils se rendent compte que tu prends les articles, mais alors c'est plus malin que les mini-bars dans les hôtels où quand tu touches la bouteille pour voir ce qu'il y a dessus, ça te le décompte. Ouais. Si tu remets l'article, ils s'en rendent compte aussi. Et donc au moment où tu sors, il te fait vraiment le panier tel quel. Ouais. Et donc s'ils ont l'intention de déployer ça sur le terrain, il va leur falloir une série de magasins. Et donc plutôt que d'ouvrir magasin par magasin, ils s'achètent en fait un réseau d'épiceries déjà développé. Ouais. Et deuxième point aussi, je pense, Whole Foods, c'est en fait une boîte qui est assez précurseur dans les tendances alimentaires. Parce que c'est du bio, parce que ça s'adresse à une clientèle un petit peu plus aisée, parce que c'est une boîte qui a en fait des centrales d'achat réparties sur tous les États-Unis, donc ce qui leur permet de faire d'approvisionnement local, d'être très dans les tendances et tout ça. Et là, on pense évidemment à tout l'aspect analytique, qui est un peu aussi une des spécialités d'Amazon, hein, justement, découper les clients en petits morceaux et voir exactement ce qu'ils achètent. Et on les imagine bien appliquer ça dans le monde réel. Et donc voilà, c'est un peu amusant, enfin c'est un peu, non pas amusant, c'est un peu interpellant de se dire que Amazon rentre dans la vie réel encore un petit peu plus qu'avec simplement des livraisons. Effectivement, on avait parlé de ce concept avec nos amis d'informaticiens.be justement il y a déjà quelques semaines, même quelques mois de ça, parce que c'était pas tout à fait neuf. Même la presse traditionnelle l'avait même épinglé parce que c'est toujours très impressionnant de se dire que tout d'un coup il y a plus de caissières ou plus de caissiers et que donc on rentre dans le magasin, on prend ce qu'on a besoin et on est directement déduit de sa carte. Un petit peu particulier quand même. On se demande quand même si ça pourrait se développer sous nos latitudes. Hein. C'est pas certain, me semble-t-il. Tu regardes, il y a de plus en plus de caisses automatiques. Hein. Moi, je sais pas quoi. Tu as le self-scan dans de plus en plus de magasins, soit avec des petits scanners que tu transportes avec toi, soit tu as une série de caisses qui sont dédiées. Oui, tout à fait. Ça marche très bien. Enfin, moi, quand je vais dans un magasin qui a un self-scan, je préfère passer par le self-scan. Je trouve que ça se passe plus vite. Ça dépend des magasins, peut-être. Enfin. Et pour revenir un instant sur Amazon, ils ont sorti en fait une série, enfin ils ont ouvert une série de librairies. Ils en ont ouvert 3-4 comme ça un petit peu en physique. Ils démarrent toujours par le bouquin, hein, Amazon. Oui. Donc ils ont un petit peu testé le marché de qu'est-ce que c'est en final de vendre en physique. Et là on sent que voilà, ils sont en train de mettre, de s'investir nettement plus dans la vente réelle. Et plus de 13 milliards, c'est quand même pas rien, quoi. Il faut y croire, hein. Il faut y croire. Oui, c'est ça qu'on se dit. Et donc, c'est souvent un maître étalon quelque part. La somme qui est engagée souvent induit la volonté de la boîte en question d'aller encore plus loin dans la démarche à un moment ou à un autre. Ils vont garder la marque de la chaîne de magasins qu'ils ont acheté ou ils vont le faire sous la marque Amazon À cette étape, ils ont juste annoncé le rachat. Okay. Il va encore falloir sans doute un certain temps parce qu'il va sans doute y avoir des régulateurs qui vont s'en mêler. Il va sans doute y avoir, toute une démarche. Et puis après, il y aura l'intégration dans la marque Amazon. Donc, est-ce que ça va devenir Amazon Whole Foods? Est-ce que ça va rester? J'en sais rien. On n'a pas encore d'informations sur ça. Comme on dit dans ces cas-là. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir à l'étranger? Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est une marque américaine. Peut-être qu'ils vont le développer à l'étranger, effectivement. À suivre, comme on dit dans ces cas-là. On est toujours à la lettre A, mais cette fois-ci, A comme anniversaire, Bruno. Pour ses 30 ans, le GIF anime les commentaires. Oui, pour les plus jeunes peut-être des auditeurs, on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'est le GIF ou le GIF. Il y a une très grande polémique il y a quelques années sur comment prononcer ce mot. L'inventeur dit que c'est GIF, donc on va se tenir à ça. Moi j'ai toujours dit GIF, mais bon. Soit. Moi aussi, aussi loin que je me souvienne, c'était GIF. Mais bon. Mais les deux existent dans le dictionnaire anglais, donc ça a été corrigé. Au début c'était juste GIF et puis c'est devenu GIF ou GIF. Bon, juste pour ça. Donc effectivement, le GIF a fêté ses 30 ans, d'ailleurs le 15 juin exactement. Pour rappel, c'était donc un format qui était tout au début, même avant Internet, c'était du temps des BBS. Et c'était CompuServe qui a lancé cela, qui était leader sur le marché. CompuServe qui a été mon premier provider en 95, donc c'est déjà pas mal de temps aussi, effectivement. Et le GIF a été quand même une révolution à l'époque.
pas seulement pour des GIFs animés, mais aussi pour des images simples, parce que il permettait de compresser quand même pas mal les données en utilisant une palette réduite de couleurs avec des techniques de compression lossless, donc pas comme le JPEG qui perd la qualité. Le GIF à la base ne perd pas de qualité. Après, pour faire des animations avec une séquence d'images, on va quand même réduire fortement la palette pour réduire la taille. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose de basse qualité, mais finalement, c'est voulu à la base. Voilà. Et en fait, on en reparle parce que déjà, ça avait perdu un petit peu de puissance au début des années 2000. Ça a repris beaucoup avec tout ce qui est application de messaging. Et là, justement, il y a un grand nom, c'est Facebook qui a enfin intégré en fait la possibilité de commenter avec un GIF directement. On a même une petite recherche, donc permet de rechercher le GIF en question et puis de l'utiliser comme commentaire. C'est bien sympa. Parfois, mieux vaut une petite vidéo, un petit GIF que beaucoup de paroles. Donc, c'est assez intéressant. Ils se sont alignés sur Twitter, en fait, qui le permet aussi depuis pas mal Twitter, de temps. WhatsApp, les autres l'avaient déjà. En fait, comme ils avaient de toute façon racheté WhatsApp, ils ont plus l'intégrer. C'est pas compliqué d'intégrer ça de toute façon. Voilà. Mais l'historique et de savoir que c'est quelque chose qui a quand même plus de 30 ans fera plaisir à certains de nos auditeurs. Mais le truc, c'est que c'est vrai que ça s'était complètement perdu parce que c'était kitschissime. À un moment donné, il y avait du GIF animé dans tous les sites web, ça clignotait dans tous les sens, c'était des sapins de Noël. C'était très dégradé quand il y avait une image animée, effectivement, parce que, comme tu l'expliquais, la compression, tout ça, c'était super moche. Et là, tout d'un coup, depuis, c'est vrai, 2 ans, 3 ans, ça revient vraiment au galop. Et voilà, on retrouve de nouveau des lolcats en GIF, des séquences vidéo quasiment complètes en GIF, parce que entre-temps, la bande passante a augmenté également, et donc on peut se permettre de faire des fichiers GIF plus conséquents. Tu voulais rajouter un truc ? Il y a une autre raison à ça, c'est qu'en fait, en 2004, tous les brevets liés au GIF ont été périmés. Donc en fait, ça c'est rentré dans le domaine public, et c'est pour ça que tout le monde a recommencé à l'utiliser, vu que c'était libre de droit. Ok, bon, merci pour l'explication, et joyeux anniversaire, le GIF, ou le GIF. Décidément, à la lettre A, il y a pas mal de choses cette semaine, mais il n'y a pas d'Apple. Je vais repasser la parole à Benoît pour parler de Anova. Anova Precision Cooker Nano. Ça, c'est encore un gadget à la... je serais tenté de dire à la Benoît, qui cuisine, évidemment, et qui trouve toujours des petits trucs comme ça pour lui faciliter la vie. Voilà, mais j'en ai déjà parlé du thermoplongeur. Je pense que ça doit être la 2e ou 3e fois qu'on en reparle. Et en fait, la marque de thermoplongeur que j'aime bien, celle que j'utilise, vient d'annoncer plutôt un nouveau modèle, le Nano. Et l'idée étant d'avoir un thermoplongeur qui est un petit peu plus petit et surtout de moins en moins cher. Donc on en est maintenant prix de lancement à 99 €. Donc je pense que c'est la première fois qu'il y a un thermoplongeur à moins de 100 €. Donc si vous aimez manger, il n'y a plus de raison de s'en priver. Mais alors il faut que tu nous reprécises à quoi ça sert. Voilà, à quoi ça sert. L'idée d'un thermoplongeur, c'est de maintenir l'eau à une température très très précise pour pouvoir faire des cuissons un peu longues. Alors une des choses qu'on va faire avec ça, c'est des œufs. Parce qu'en fait, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf ne cuisant pas à la même température, il y a à peu près 2-3 degrés d'écart entre la température de cuisson du blanc et du jaune. Si tu viens taper une cuisson juste entre les deux, tu peux avoir des œufs mollets absolument parfaits avec le blanc qui cuit, le jaune qui reste complètement liquide. Et ça, en fait, tu cuis ton œuf pendant 70 minutes, quelque chose comme ça, mais à la température pile entre les deux. D'ailleurs, l'œuf parfait, je pense qu'on cuit le blanc et le jaune à part. Quand on cuisine l'œuf parfait, on cuit le jaune et le blanc séparément. Mais sincèrement, pour le faire à thermoplongeur, c'est encore plus délicieux. Et alors, l'autre truc, évidemment, c'est tout ce qui va être viande. Parce que souvent, tu vois, si tu aimes bien une viande saignante ou une viande, en fonction de ton degré de cuisson, tu vas pouvoir venir de la même façon
Le problème, c'est que souvent, ton bord de viande va être fort cuit et l'intérieur va être juste au niveau de cuisson que tu veux. Et là, de nouveau, ce que tu fais, c'est que tu cibles la température à laquelle tu veux arriver pour ta cuisson. Et puis après, tu laisses ta viande en fonction de la dureté de la viande, etc. Mais il y a des recettes, je vais revenir sur ça sur un instant. Tu laisses ta viande entre 1 heure et 24 heures, 48 heures dans son bain dans un sac en plastique ou un sac en silicone pour la protéger, qu'elle ne soit pas directement en contact avec l'eau. Et alors, tu as une cuisson de la viande qui est absolument parfaite sur toute l'épaisseur de la viande. D'accord. La viande s'est parfaitement attendrie. Tu n'as juste qu'à la saisir un petit peu après et ça te fait des repas de feu le Dieu. Si vous salivez, c'est normal. Hein. Voilà. Alors, le truc aussi qui est assez pratique, enfin, nous, des gadgets de cuisine, il y en a plein. Et souvent, tu les achètes et puis tu te rends compte que c'est pas chouette. Nous, on s'en sert vraiment toutes les semaines parce que comme on a quand même une vie active assez occupée, ça nous permet de faire la cuisine le samedi ou le dimanche, de garder nos petits produits déjà préparés et puis dans la semaine, on les réchauffe assez vite et on a quand même des produits frais qu'on a fait nous-mêmes avec les ingrédients, les recettes qu'on aime bien et qu'on peut facilement prendre sur la semaine. Et l'intérêt particulier de la Nova, c'est que c'est un produit qui se connecte bien à tout ce qui est smartphone. Donc, ils ont une appli, donc quand tu cherches ta recette, bon évidemment tu peux faire ta recette à toi, mais tu as aussi une fonction de recherche de recette et tu dis bien cette recette me plaît, tu appuies sur un bouton et clac, il synchronise pour le nano qui vient de sortir en Bluetooth avec le thermoplongeur. Le thermoplongeur se met à la bonne température. Une des nouveautés du modèle ici, c'est que tu peux contrôler plusieurs thermoplongeurs depuis ton appli. Donc si par exemple tu veux faire un dessert, crème brûlée, c'est une tuerie la crème brûlée au thermoplongeur, ta viande, enfin bref, tu fais tous des trucs, tu synchronises et avec l'intérêt d'avoir l'intégration avec le téléphone, ça veut dire aussi que tu peux partir un petit peu plus loin, tu vois, t'es dans une autre pièce, tu surveilles tes cuissons, c'est vraiment génial. J'imagine que pour les Et c'est un gadget qui, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce truc-là, quand j'ai découvert que ça existait dans un restaurant, je me suis dit mais c'est génial, c'était à l'époque plus de 2 000 euros, je pense que c'était 1 500. Et quand on voit qu'en quelques années, le prix est maintenant à une centaine d'euros, c'est bluffant. La question d'offre, de demande. J'en ai pas acheté à l'époque d'ailleurs. C'était un peu trop cher. L'offre, la demande, tout ça, et évidemment, ça rentre en ligne de compte. J'avais une question qui me brûlait les lèvres et j'ai oublié de te la poser. Ah oui, et tu parlais des desserts, mais tout ce qui est plat en chocolat et des choses du genre, où on sait que la température est très importante aussi, pour faire fondre le chocolat, remonter la température. Je connais pas la technique exacte, mais j'avais lu quelque part que c'était assez précis, enfin comme tout ce qui est pâtisserie d'ailleurs, en termes de quantité et de température, tout ça est toujours très précis, c'est de la chimie, et donc forcément avoir des outils de mesure précis, c'est important aussi. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Non, c'était juste pour dire tout à fait, tout ce qui est cuisson précise, ça s'en sort parfaitement. Eh bien voilà, ça c'est pour ceux qui nous écoutent que de temps en temps et qui tombent là aujourd'hui sur Benoît, c'est notre monsieur gadget cuisine utile et toujours éprouvé, hein, ça il faut le rappeler. Mais c'est aussi ça reste quand même très techno, c'est une cuisine assez techno, c'est une vision assez technique de la cuisine, c'est en même temps connecté à ton smartphone et compagnie. Hein. Exactement. C'est un accessoire pour iPhone, ce bazar. Hein. Évidemment, c'est une prolongation même de ton smartphone, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi, Benoît, notre monsieur photographie, monsieur vidéo, monsieur image de manière générale, et souvent tu nous viens avec des gadgets là aussi ou des nouveaux concepts en matière de vidéo, de photographie. On va parler de l'un d'entre eux, une caméra pour les familles qui fait un peu tout, qui la caméra des familles, qui filme, qui monte, qui fait un peu tout quoi. Voilà, le Benjamin Bouton. C'est son nom, en fait. Hein. C'est un Kickstarter, donc avec les mises en garde habituelles liées à tout ce qui est le crowdfunding, les réserves liées à tout ce qui est le crowdfunding. Il y a un risque, le produit sera peut-être jamais livré, il sera peut-être livré en retard, il fonctionnera peut-être pas comme prévu, etc. Mais c'est une idée qui est assez amusante. C'est la combinaison d'une série d'idées qu'on a vues séparément et qui peut-être ont du sens quand on les met tout ensemble. C'est une espèce de gros bouton qui est en fait une petite caméra qu'on met sur soi ou qu'on met sur son enfant, qui est assez résistante à des chocs qu'on peut même mettre en bouche, jouer, etc. Pas qu'on a envie de le faire, mais les enfants, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle va filmer, et en même temps qu'elle va filmer, elle va monter le film. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues séparément. Hein. Il y a des applis comme ça, à qui tu leur donnes quelques kilos de film, et hop, elles te font une espèce de petit montage en repérant les zones où ça bouge beaucoup, en repérant des choses pareilles. Il y a des caméras, je sais que Canon avait sorti des caméras comme ça, qui faisaient des espèces de petits montages rapides. Enfin, ça fait un moment que
Le problème de la vidéo étant que c'est très chronophage. Tu en sais quelque chose, Marc. Puis quand on a fini de tourner, il faut monter, il faut faire tout ça. Donc le fait d'avoir une solution qui est moins chronophage, ça rend quelque part la vidéo plus accessible pour les familles. Et puis tout le monde n'aime pas monter. Tu vois, faire un bout à bout, etc., réfléchir longtemps, essayer des choses. Il faut avoir envie de le faire, il faut avoir un peu la fibre, entre guillemets, pour le faire. Et c'est vrai que des applications et des outils qui permettent de le faire de manière automatique ou semi-automatique, c'est finalement pas tout à fait idiot. Non. Alors tout le monde n'aime pas monter, mais personne n'aime regarder les longs films, par contre. Oui, c'est ça. Donc en fait, tout le monde a besoin qu'on aille monter. Oui. D'où l'idée du petit gadget ici. Alors évidemment, ça veut dire qu'il va faire une espèce de sélection, il va pas filmer tout. Il y a moyen avec une application d'appuyer sur un bouton pour dire voilà, ici ce qui est en train de se passer, c'est important, je veux le garder. Le concept, ça semble vraiment être de dire on se l'accroche sur soi pendant qu'on est en train de jouer, pendant qu'on est en train de faire une activité en famille, ou on l'accroche sur l'enfant et l'enfant, on va voir un petit peu il y a un côté voyeur comme ça, on va aller voir un petit peu ce qu'il fait quand il est tout seul et on aura un petit montage de ce qu'il a fait comme activité ou quoi que ce soit. Alors c'est un Kickstarter, je le disais, avec les risques afférents à un Kickstarter. Le prix de lancement est encore assez raisonnable puisqu'on est à $189 avec les frais de livraison, évidemment hors TVA parce qu'il faudra rajouter sur ça sans doute la TVA. On est à un peu plus de $200. Donc le prix est pas excessif. Je répète, on trouve des pièces comme ça séparément, mais c'est la première fois que je vois un produit compact ainsi et à la fois qui fait le montage. Donc c'est un peu caméra d'action, caméra de montage combiné en un seul gadget. Il existe des petites applications pour smartphone justement qui permettent de faire des montages comme ça et qui effectivement repèrent des plans, des séquences et mettent tout ça un petit peu en musique et rythme entre guillemets la petite vidéo. Ça peut être amusant aussi pour partager sur les réseaux sociaux et des choses du genre. Ici, c'est pas tout à fait le cas. J'ai l'impression, comme tu l'expliques, que c'est une GoPro un peu évoluée ou en tout cas avec une forme d'évolution. Je pense. Non ? Je pense que c'est la même idée que ce que tu disais, si ce n'est que tu vas pas mettre la caméra accrochée à ton gamin, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment ce côté famille sur lequel il joue en disant, ben voilà, c'est une caméra qui va avoir des fonctions qu'on a déjà vues ailleurs, on est bien d'accord, mais qui est comment dire, packagée de manière à ce que voilà tu puisses l'accrocher sur le môme et le laisser jouer, ce que tu vas pas faire avec un smartphone. Tu pourras le faire avec une GoPro parce que tu sais qu'effectivement elle va prendre des chocs, mais par contre tu dois te taper le montage. Oui. Ou alors avoir un outil sur un ordinateur à part pour qu'il le fera de manière ça existe d'ailleurs, je pense, des petits outils qui permettent de faire des montages comme ça un petit peu dynamiques sur base de on lui donne à manger, il fait sa vie avec et puis après si ça nous satisfait pas, il suffit de le recommencer, il va le remouliner d'une autre manière, enfin voilà. On peut mettre aussi la petite caméra sur le chat. Je pense à ça maintenant. Ah, ça c'est une idée, ça pour les chats pour Internet. Je fais une toute petite parenthèse, c'est que j'ai vu un reportage, je pense que c'est sur Arte, où ils ont fait une expérience dans un village d'Allemagne où il y a énormément de chats. Le chat est très intégré dans la communauté et ils ont été mettre des petites caméras et des GPS sur les chats pour voir quelles étaient leurs habitudes de vagabondage, entre guillemets. Et ils ont comme ça trouvé des cycles chez les différents matous qui avaient leurs habitudes à tel ou tel endroit et ils allaient dans des endroits où leur maître ne s'attendait absolument pas qu'ils puissent aller et quel chat fréquenter, etc. Enfin voilà, c'était la fin de la parenthèse. Comme quoi là, la technologie elle peut aussi se réfugier dans ce genre d'application là. Tu voulais rajouter quelque chose Moi j'ai une petite précision et je pense que ça sera peut-être le fil conducteur de toute notre saison écoulée. C'est qu'en fait on n'est pas en train de se rendre compte, mais il y a l'intelligence artificielle qui est en train de s'implémenter dans tous les devices qu'on utilise. Ce qu'ils appellent le deep learning, le machine learning. Et là, c'est à nouveau le cas. C'est une petite caméra où on va rajouter une intelligence artificielle qui sera évolutive et qui va, elle, se charger de faire une tâche que nous, humains, devrions faire par la suite. Oui. Donc tout ça est quelque chose qui est peut-être le fil conducteur de toute la saison. C'est pas faux du tout, t'as raison de le préciser, mais il y a une forme d'intelligence artificielle dans ces algorithmes qui permettent de faire ces petits montages dynamiques, de la reconnaissance dans l'image, le plan est terminé, il y en a un autre qui commence, il s'est rien passé pendant X secondes, on va passer à un plan suivant, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça qui font que là aussi ça prend un peu le pas sur, malheureusement de temps en temps, sur la créativité. Faut le reconnaître aussi, Benoît, c'est vrai que ces outils de montage automatique ou semi-automatique, si on n'a jamais fait de montage, on ne sait pas qu'on n'aime pas, et si on se contente de ça, on n'ira pas beaucoup plus loin, donc on risque peut-être aussi de se priver d'un plaisir quelque part. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, on risque peut-être évidemment de se priver d'un plaisir, mais on en aura peut-être d'autres qu'on va découvrir après. Ouais. Le point, effectivement, c'est vrai qu'on est à l'aube d'une vraie révolution sur l'intelligence artificielle, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des progrès énormes dans les algorithmes sur ces 4-5 dernières années, donc c'est très récent, et des techniques qui étaient balbutiante, qui fonctionnait pas bien, qu'on essayait. Je sais pas si tu regardes la vitesse à laquelle, par exemple, la reconnaissance d'image a progressé. Oui, c'est quelque chose qui fonctionnait pas très bien. Et puis on a effectivement trouvé ces nouveaux algorithmes comme le deep learning qui sont pas vieux, et on est en train de voir des même chose pour la reconnaissance vocale. Je sais pas si vous vous souvenez de Larmut et Nospi. À l'époque, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait, tout ça. Aujourd'hui, la reconnaissance vocale, c'est infiniment plus simple que ce qu'ils avaient mis en place comme algorithmique à l'époque. C'était très compliqué. En plus, il fallait apprendre à la machine avant quelle était notre voix, notre tessiture de voix. Aujourd'hui, Siri nous reconnaît, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, il va nous reconnaître sans qu'on lui apprenne qui on est. Tout à fait. Et donc, il y a eu des progrès qui sont spectaculaires. J'étais à une conférence la semaine dernière à Londres sur le sujet, et c'est clair qu'il y a des choses qui se préparent qui vont impacter notre vie à tous. Oui. Dans pas très longtemps. Et ça va aller, je pense, très très vite. Si tu regardes les annonces, la semaine dernière, Apple annonçait son Core ML, Core Machine Learning, qui est une nouvelle API pour permettre la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus, mais enfin, pour permettre à tous les développeurs d'applications iOS d'avoir accès, en fait, de façon très simple et optimisée sur le hardware, au machine learning et à l'intelligence artificielle. Google, Amazon sont très très loin là-dedans. Facebook aussi, je pense que oui, les choses vont bouger. Pourvu que ce soit en bien, parce que bon, on peut toujours avoir un doute, des dérives sont toujours possibles. Comme vous le voyez, d'une caméra, on peut comme ça passer à beaucoup de sujets. C'est ça qui est bien aussi avec mes petits camarades. On passe à la lettre G, G comme gaming, parce que ça, c'est un petit peu aussi le dada de Bruno. Il faut bien le dire, Bruno. On va parler de Sega, qui lance Forever. C'est quoi, une collection de jeux, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est simplement ça. En fait, Sega va essayer de redorer son blason, parce que Sega est sorti un peu de la cour des grands que forment Sony, Nintendo et Microsoft, en fait. Pas avec une console, mais en ressortant leurs jeux de manière gratuite sur les plateformes mobiles, donc iOS et Android. C'est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, jeudi, la journée d'enregistrement. Ils ont sorti 5 titres qui sont gratuits. Il y aura quand même de la publicité. Mais pour enlever la publicité, ça coûtera quelque chose un peu plus de 2 € par jeu. Et ils veulent rajouter à la série un jeu par semaine. Ah oui. Donc ils vont ressortir un petit peu tous les grands noms de Sega, toutes les licences Sega comme Altered Beast, Sonic, Phantasy Star, Comic Zone, tous les grands noms qui vont sortir comme ça. Donc allez sur l'Android Store, le Play Store, allez sur l'Apple Store, vous trouverez cela. Donc à quel prix ? Parce que ils nous vendent gratuit. Ah d'accord. Ça, donc c'est gratuit, mais il y a de la publicité, et donc il y a pour 2 €, on peut enlever la publicité. D'accord. Enfin, on y a un accès gratuit quand même, parce que ce serait quand même un peu dommage de proposer ce qu'on appelle un back catalogue, les vieux jeux, et quand même encore les faire payer. Ce serait, à l'heure actuelle, je pense qu'ils peuvent faire ce petit effort-là pour faire plaisir, en tout cas, aux vieux fans. Benoît. Ah non, je pensais que tu avais levé le doigt. Non, pas du tout. Bonjour, vous allez bien, cher ami. Parce que dans un de mes moniteurs, je vois un doigt qui se lève. Je pense, en fait, son nom, il se gratte. Tu veux le boire. Il fait chaud. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater, effectivement. On va rester chez toi, Bruno, pour toujours parler de jeux, avec un grand nom du jeu vidéo, c'est Atari. Alors, Atari est toujours là, manifestement, puisque Atari confirme travailler sur une nouvelle console, et ça, c'est une info. Oui, enfin, il n'y a pas de détails du tout au niveau de la console. Ça fait juste 40 ans qu'Atari existe, et ils ont annoncé, enfin, le président a annoncé qu'il va y avoir une nouvelle console. C'est tout. Il y a un site qui s'appelle ataribox.com, donc ce sera Ataribox, probablement le nom de la nouvelle console, mais il n'y a aucun détail encore qui est sorti, qui a fuité. Il y a juste une vidéo où on voit du hardware néo-rétro, donc
Voilà, mais le design, les caractéristiques, rien n'a fuité jusqu'à présent, mais voilà, ils veulent, à mon avis, avant les fêtes encore, dire qu'ils sont là et peut-être annoncer quelque chose pour rentrer à nouveau dans cette cour des grands, je dirais. Bon, voilà, il y a eu des tentatives de relance d'anciennes consoles qui reprenaient tous les jeux rétro. Bah, après, c'est rien de nouveau. Donc, on va suivre un peu ce que ça va faire. Je me suis inscrit à la newsletter, donc dès qu'il y aura des infos, je vous tiens. Comme ça, on en saura plus. En tout cas, on l'espère. Ou alors, vraiment, c'était un effet d'annonce et... on n'en parle plus jusqu'au prochain E3, tu vois, l'année prochaine. Ok, bon, ben voilà pour la lettre G comme gaming. On reste à la lettre G avec le nom d'une marque que les photographes connaissent peut-être, hein, Benoît. C'est Gizzo, si je dis pas de bêtises, qui propose un trépied photo entièrement en carbone, et ce pour fêter un siècle d'existence. Un siècle d'existence, 1917. La marque de trépied, qui est devenue la marque de trépied ultra haut de gamme, née. Alors le trépied, pour ceux qui font pas de la photo, c'est ces trucs qu'on met en dessous de l'appareil et qui permettent de poser l'appareil dessus et puis l'appareil ne bouge pas. Voilà. C'est un pied et il y a en fait trois parties, et c'est pour ça qu'on appelle un trépied, parce qu'il y a 3 parties. Il y a 3 pieds qui permettent de soutenir l'appareil. Ça s'utilise énormément en vidéo, évidemment, parce que ça permet de stabiliser la caméra et de filmer avec la caméra qui bouge pas. Ça s'utilise aussi en photo quand on a du matériel lourd. Par exemple, si on fait de la photo animalière ou des choses pareilles, parfois on va avoir des télés qui sont très lourds, ou de la photo de sport, etc. Donc on va vouloir le soutenir. Et puis ça s'utilise pour faire du portrait, ça s'utilise pour faire du paysage, etc. Et Gizzo, c'est vraiment la marque... c'est comme GIF. Hein. Et Gizzo, c'est vraiment la marque haut de gamme qui a beaucoup travaillé le carbone, ce qui veut dire des trépieds qui sont très très légers, et des trépieds aussi parce que le carbone est un matériau merveilleux. Non seulement il est léger, mais en plus il absorbe très fort les vibrations. Et donc ça veut dire que l'appareil photo est un petit peu plus stable quand on le met sur de l'aluminium ou du bois, le bois c'est stable aussi, mais c'est très lourd. Et alors traditionnellement, les trépieds carbone, c'est des pieds qui sont en carbone, et puis il y a autour de ça, il y a pour le tenir, il y a une partie en métal, souvent d'aluminium parce que c'est un métal léger, qui va servir en fait à rassembler, qui va tenir les charnières, qui vont rassembler les 3 pieds, et la partie qui va vraiment, la boule qui va vraiment soutenir l'appareil photo. Et là, pour fêter leurs 100 ans, ils ont tout fait en carbone. Donc c'est un petit peu une révolution technique. C'est-à-dire que même la ferronnerie qui tient les pieds ensemble est faite en carbone. C'est une série limitée, 1917 exemplaires produits, plus une centaine d'exemplaires encore plus haut de gamme, donc ça coûte 1500 €, et il y a une série d'exemplaires à 3 000 €, un peu plus haut de gamme, pour fêter les 100 ans. Ah, c'est pas du bon marché. Je pense que chez Gizzo, il n'y a rien à moins de 1 000 €, je pense. Non, je pense pas. Non, peut-être un porte-clés promo, mais... En fait, ils appartiennent à la marque Manfrotto. Ils font partie du groupe Manfrotto. Et donc, si tu veux de la techno qui a 5-6 ans et qui est revendue un petit peu moins cher, tu les retrouves dans les gammes Manfrotto généralement. Donc l'espèce de baisse en gamme, elle n'est pas chez Gizzo, elle est en descendant chez Manfrotto. Et puis Manfrotto aussi, dans la gamme Manfrotto, il y a des gammes... Manfrotto a des gammes beaucoup plus larges, avec des produits effectivement plus entrée de gamme et moins entrée de gamme. Gizzo est vraiment réservé au fin du fin, au top du top. Et alors ils ont un système et ça ne fait pas que des adeptes, mais moi j'adore, ils ont un système pour déplier les pieds qu'ils ont mis en place dans lequel souvent tu vois il y a des petites vis à dévisser ou des petites lanières à tirer, des choses comme ça. Et eux ils ont un système des clips, et eux ils ont un système où tu déverrouilles en tournant simplement. Ça te permet de prendre le pied, tu tournes un quart de tour, crac, tu déplies ton pied, tu repars dans l'autre sens et t'as verrouillé le truc. Ce qui est ultra rapide. Je regardais une vidéo sur YouTube d'un photographe qui montrait son matériel, et dans son matériel il avait un pied Gizzo, qui expliquait qu'il l'avait depuis ses études depuis plus de 20 ans, et qu'avant lui c'était son père ou un de ses parents qui l'avait utilisé déjà depuis plus de 20 ans aussi, et c'était son précieux quoi. C'était à ce prix-là on peut comprendre. En même temps, mais l'avantage d'un pied c'est que c'est un investissement que tu fais une fois mais tu le gardes, c'est pas comme l'appareil photo, le boîtier numérique tu le changes régulièrement. Le pied tu fais une fois l'investissement mais tu le gardes, donc c'est pas idiot d'en acheter un bon. Parce que moi j'ai le même depuis 12 ans, 12-13 ans.
Bah non, de toute façon, les normes ne changent pas, les pas de vis sont les mêmes, etc. Donc, si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison d'en changer. Évidemment, si vous avez un vieux, tu parlais des pieds en bois, je pense qu'on n'en trouve plus à la vente, ou alors peut-être dans... Non, on en fabrique encore. On en fabrique encore, parce que ça, c'est vraiment très très lourd par contre. C'est très très lourd. Mais c'est très très beau aussi en même temps. Ce sont de beaux objets quelque part, hein, des trépieds en bois avec la visserie, comme tu l'expliquais, mais en cuivre. Et en cinéma, on se servait beaucoup de ce genre de choses-là dans les années 30, 40 peut-être, voilà. Petite parenthèse que l'on referme une fois de plus, mais on peut passer à la suite peut-être avec la lettre I comme Ikea. Ikea, comment donc, Benoît, Ikea qui lance une application de réalité augmentée avec le support de Apple. Voilà, on aurait pu le mettre à A aussi, mais ce serait plus honnête de le mettre à I, pour être franc. Donc Ikea, c'est la marque c'est le fabricant de boulettes suédoise bien connu. Hein. Et puis accessoirement, ils vendent aussi des meubles. Oui. Et alors, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de mettre au point une application de réalité augmentée. L'idée étant évidemment que tu puisses choisir les meubles, et pas les boulettes, mais les meubles, et décider comment tu vas les placer dans ton intérieur. Alors, donc tu vas avoir sur ton iPhone ou sur ton iPad, tu vas dire tiens, ce truc dans le catalogue Ikea me plaît, et alors tu vas pouvoir le voir, peut-être changer les coloris, changer l'emplacement, etc. C'est pas nouveau. Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, parce que moi je me rappelle avoir testé une application comme ça, qui faisait la même chose il y a... peut-être 3-4 ans. Oui, tout à fait. Donc, ils ont fait une première incursion sur ce marché-là il y a 3-4 ans, en 2014, je pense, 3 ans, qui n'était pas parfaitement, totalement au point. Et là, leur idée, c'est de s'associer avec Apple et justement d'avoir un partenariat technologique. Parce qu'IKEA a pas mal travaillé sur tout ce qui est, je ne sais pas si tu le sais, mais tout ce qui est génération d'images. Je ne sais pas si tu le sais, c'est pas très connu, mais dans le catalogue IKEA, la plupart des pages sont en fait pas des photos, mais des images générées à partir des plans des meubles. C'est de l'image de synthèse. Tout à fait. Oui, c'est de l'image de synthèse. Donc, tu as souvent des plans mis en ambiance où tu vas avoir beaucoup d'articles qui sont présentés. Oui. Ça, c'est des photos. D'accord. Mais après, les plans, plan par plan des produits, la plupart des produits, c'est de l'image de synthèse. Et donc, c'est les plans de l'article et ils ont travaillé pour avoir vraiment une qualité de rendu qui est très très bonne, ce qui fait qu'on se rend même pas compte que c'est pas une photo. C'est très fidèle et ça donne un rendu qui est très très quali. Ils ont vraiment beaucoup investi là-dessus, mais par contre l'aspect réalité augmentée, clairement ils avaient encore des choses à apprendre. Et donc l'idée c'est de s'associer à Apple, qui a pas mal d'expérience dans le sujet, qui a pas mal travaillé sur le sujet, et donc de proposer comme ça une solution qui s'annoncera comme étant le meilleur des deux mondes. Moi, je me rappelle que le problème de l'application qui avait été proposée il y a 3-4 ans, c'était les proportions par rapport à l'endroit où on visualisait le meuble en question, parce que l'idée, c'est de le voir chez soi, comme on dit. Et j'avais fait le test, et le fauteuil que j'avais testé, du coup, ressemblait plus à un fauteuil de poupée. Mais parce que c'était assez primitif. Voilà, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils collaient une espèce de photo détourée du meuble sur la vision vidéo. Oui. Mais ce qu'il faut évidemment, on va retomber sur le deep learning compagnie, c'est reconnaître analyser le cadre de l'image et alors venir adapter le meuble au cadre de l'image. C'est pas juste comme un calque de dessin animé qu'on vient coller sur l'image, mais c'est vraiment une analyse du contexte et venir insérer le meuble dans cette analyse de contexte. Et là, on peut aller très très loin, effectivement. Et en image de synthèse, puisque tu parlais du catalogue, moi je pense à un truc maintenant que j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps, pourtant c'est plutôt ancien, c'est en matière de publicité pour les automobiles. Quand on voit des publicités pour voitures à la télévision ou au cinéma, bien souvent, c'est pas la voiture que l'on voit, c'est une image de synthèse qui roule. Et pour arriver à avoir une voiture qui ressemble à une voiture et qui a un comportement de voiture sur la route, il existe un véhicule qui s'adapte à toutes les morphologies des autres véhicules, c'est-à-dire qu'on peut régler la distance entre les roues, les écartements, la hauteur de caisse, etc. Et qu'il y a des codes barres, des codes QR, des QR codes un petit peu aux quatre coins dans les différents axes, etc. On filme le bestiau sur la route, et puis après, en laboratoire, on rajoute dessus, on va mapper l'image de la voiture, et alors on peut faire des tests. On dit, tiens, est-ce qu'elle est mieux en rouge ? Non, on la
préfère en bleu. Ah bah non, elle va être mieux en jaune. Et comme ça, on arrive à avoir la publicité parfaite, entre guillemets, pour le véhicule, alors qu'il n'existe peut-être même pas encore, qu'il n'est peut-être pas encore sorti d'usine, mais bon, on en a les plans et on en a une vision très très précise numériquement, et c'est assez bluffant, quoi, hein. Il faut vraiment le voir pour le croire, et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, faire rouler ce que l'on veut sur le terrain où on veut avec ce genre d'outils. J'essaierai de retrouver les images et à l'occasion on les replacera dans le contexte ici dans le podcast pour vous montrer ça, et ça porte un nom mais je l'ai oublié, donc là aussi si je remets le doigt dessus, on partagera cette information avec vous. Si vous avez de l'information de votre côté, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, c'est toujours bienvenu, ça nous fait gagner du temps à tous aussi. Je pense qu'on a fini avec Yahoo, ou alors Bruno avait un truc à rajouter. Non, juste une petite précision technique, donc c'est effectivement l'AR-Kit que Apple propose. On en a parlé lors d'un podcast où on a fait le résumé de la keynote Apple. C'est des petites technologies qui passent peut-être inaperçues, mais effectivement, quand on voit après l'application, c'est assez important. Donc là, au nouveau, il y a du deep learning. L'AR-Kit va beaucoup plus loin en fait que ce qu'on pense, parce qu'il va analyser les surfaces, il peut analyser les pièces, et il pourra donner beaucoup d'informations sur ces pièces-là. Notamment, imaginez maintenant que l'application d'IKEA, au lieu que vous choisissez un canapé pour une pièce, il va lui-même vous proposer les canapés qui fonctionnent avec cette pièce-là. Point de vue taille, point de vue coloris, etc., etc. Et il va peut-être analyser tous les autres meubles que vous avez dans la pièce et choisir quelque chose correspondant. Vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça le deep learning, hein. C'est pas autre chose. Oui, et puis au niveau marketing, ça peut aller très loin aussi, parce que justement en analysant notre intérieur, ils vont voir qu'on a des vieux meubles Ikea, ils vont nous en proposer des plus récents, ou on n'a pas de meubles Ikea, ils vont nous faire des promotions pour nous appâter peut-être plus facilement. Enfin, ça peut aussi, il y a aussi des dérives comme celle-là qui peuvent apparaître à un moment ou à un autre, parce qu'on filme quand même son intérieur, quoi. Ça, voilà. Et si on filme sa cuisine ou sa salle à manger, ils vont mettre des boulettes avec de la vapeur au-dessus sur la table. Voilà. On a envie d'acheter des boulettes. Cuite à bonne température, hein, Benoît. Pour être tout à fait complet. On a fini avec la lettre I comme Ikea. On peut passer à la lettre M comme messagerie, pardon. Bruno, il y a eu, et heureusement, on ne subit pas les conséquences aujourd'hui, ce serait plutôt ballot, une panne mondiale de Skype qui a été revendiquée, une panne revendiquée, ça c'est pas courant, par un groupe de hackers. Donc ce serait pas vraiment une panne, ce serait plutôt un piratage. C'était plutôt une attaque, pour être plus précis, une DDoS, une attaque donc massive, hein, où ils vont en fait mettre à plat le système de réseau qui permet de renvoyer des données aux clients, donc qui sont en train de demander les données. Et cette panne a quand même duré 10 heures. Je pense, imaginez en 10 heures une utilisation pour les particuliers, mais surtout pour les professionnels, avoir son outil de communication textuelle, vidéo et audio qui ne marche plus, c'est quand même assez dramatique, hein. Et effectivement, il y a eu un groupement qui s'appelle Cyberteam qui a revendiqué cette attaque-là. Après, c'est pas une attaque très difficile, on va dire, hein. C'est très très courant comme attaque. Donc, de revendiquer quelque chose de très banal, c'est un peu bizarre. Bon, ils ont situé géographiquement cela au Brésil. Donc, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que c'est pas la première fois que Skype a eu ce genre d'attaque. C'était en 2015 la dernière, exactement le même type d'attaque, et c'est contre-temps, ils ont quand même pas réussi à se protéger de l'attaque la plus banale de nos jours pour n'avoir plus de service. Donc voilà, faites quelque chose, hein, Skype. En plus, je veux dire une chose, Skype, ils sont ici au Luxembourg, donc allez-y, faites quelque chose, sinon le Luxembourg il est mort, hein. Mais ce qui est assez surprenant, effectivement, c'est la durée de cette panne, parce que ça a dû impacter plein de gens, parce que maintenant Skype, il y a une version professionnelle qui est intégrée à Outlook d'ailleurs, je pense maintenant, qui permet justement les entreprises de pouvoir communiquer entre elles via Skype. Il y a une version broadcast également qui est utilisée pour faire ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas cette solution-là qu'on utilise, hein.
Mais sérieusement, c'est ça. Eux le font sérieusement, nous on chipote. Mais donc voilà, et donc ça, pour dire que ça impacte aussi, c'est pas juste la conversation de mamie avec papy qui donne rendez-vous ou un truc du genre. Enfin, voilà, il n'y a pas que du futile dans les communications sur Skype, il y a aussi des professionnels qui en ont besoin pour bosser. Donc on imagine bien que 10 heures, ça peut être embêtant. On reste à la lettre M comme messagerie, décidément, j'ai un problème avec le mot messagerie, je sais pas pourquoi. Bruno, puisque Spotify s'invite dans Facebook Messenger pour créer des playlists entre amis. Donc voilà, donc Spotify, on connaît tous, hein, c'est quand même l'application de streaming audio qui est la plus utilisée au monde. Ils ont plus de 140 millions d'abonnés maintenant, donc c'est quand même pas mal. Facebook Messenger, c'est l'application qui est automatiquement la plus utilisée vu que c'est celle qui est liée à un compte Facebook automatiquement. Donc il y a 1,2 milliard d'utilisateurs. Donc Spotify se dit on va essayer d'avoir un peu plus d'utilisateurs. On va faire un partenariat avec Facebook, notamment avec Facebook Messenger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'évolutions en Facebook. Il y en a trop. Tous les jours il y a des petits changements qui fonctionnent pas toujours très bien. Par contre Messenger a bien évolué. On le voit pas forcément, mais il y a un système de plugin qui a été rajouté, et donc c'est notamment ce système-là qui a été utilisé par Spotify. En téléchargeant la nouvelle version de Messenger qui est sortie il y a quelques jours, on va apparaître ce petit plugin Spotify qui permettra de partager et de créer des listes de musique venant de Spotify avec ses amis. Donc c'est assez intéressant pour, par exemple, préparer une soirée, mettre une playlist en forme, etc. Donc ça c'est assez intéressant, ou partager des découvertes qu'on fait sur Spotify d'une manière plus aisée au niveau d'une application de messaging. Donc c'est assez intéressant la voie que prend Spotify de s'allier à un grand nom du messaging qui est Facebook, qui a racheté WhatsApp d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà une expérience qui peut être intéressante à vivre pour les jeunes, enfin les moins jeunes aussi d'ailleurs, pour partager comme ça des morceaux de musique, tu le disais, pour faire une petite soirée à distance quelque part, mais être tous dans la même ambiance. C'est la mixtape actuelle, tu sais, on faisait des cassettes là. Oui, c'est un peu ça l'idée, sauf qu'ici c'est instantané en plus, et donc voilà, pourquoi pas, franchement. Allez, on passe à la lettre P comme photo. Bah oui, quand Benoît, on en profite un petit peu, Benoît, pour parler photo avec toi, et tu nous as dégoté, c'est la température qui monte ici. Tu nous as dégoté une information. Alors là, ça doit être vraiment bizarre. C'est des portraits réalisés à la goutte d'eau. Mais tu vas nous expliquer comment? Voilà. Alors, c'est une publicité pour Spa. Donc, les eaux de Spa. Je ne sais pas si c'est très connu en France. En fait, Spa, c'est une des grandes villes thermales dans le monde entier. D'ailleurs, parce que les Anglais, quand ils parlent d'un terme, ils ne disent pas terme, ils disent un spa. Oui. Parce que justement, la ville est tu sais comment on dit eau en japonais? Comment on dit eau? Non. Spa. Ah ben voilà. Et donc Spa, qui est une grande marque d'eau belge. C'est une ville aussi. C'est lancé, oui, tout à fait, c'est une ville au départ, a lancé une campagne de pub un peu originale pour montrer la pureté de son eau, en disant voilà, on a demandé à un photographe de réaliser des photos, mais au lieu d'avoir une lentille, donc au lieu d'avoir un objectif classique, on va utiliser une goutte d'eau. Et la goutte d'eau sert à focaliser l'image et à remplacer tout l'objectif, quoi. Ouais. Alors c'est une bonne idée de publicitaire. Ça fait un moment en fait qu'on voit des projets pour remplacer, pour créer des lentilles liquides, donc des objectifs liquides. L'idée étant en fait d'avoir des objectifs qui soient plus légers pour les smartphones, parce que ça permet le liquide. On peut en fait créer une tension et donc en faire varier la forme. Comme on fait varier un objectif en partant vers une position zoom ou pour faire la mise au point, et ben, de la même façon, en appliquant un courant électrique, on peut faire varier la forme d'une goutte. Bon, il faut du matériel adapté, mais enfin, on fait varier la forme de la goutte et ça permet en fait de faire le point ou ça permet de zoomer.
Et ça fait un moment qu'on voit des produits de chercheurs qui sortent des trucs comme ça en disant un jour on aura ça dans notre smartphone. Bon, on se dit ok, d'accord, mais on n'y est pas encore. Et là, je pense qu'il y a un marketeur chez SPA qui a vu ça et qui s'est dit mais voilà une bonne idée pour montrer combien notre eau elle est pure, elle est bonne, elle est transparente, et ce qui n'est pas idiot, ce qui n'est pas idiot du tout. Et donc ils ont demandé à une photographe pro de réaliser une série de portraits comme ça. Les images sont un peu soft, un petit peu, elles ont un côté un petit peu. Ouais, elle parle d'un côté peinture, la photographe. Il y a évidemment pas la définition à l'arraché qu'on a avec un objectif moderne qui est très technique, mais c'est très plaisant. C'est des vraies photos, elles sont nettes, elles sont assez chouettes. Les portraits sont assez sympas. Et voilà, j'ai mis le lien vous irez voir dans les liens. Faire des objectifs. Par la campagne de pub, et il y a une petite vidéo. Ils ont tourné une petite vidéo dans laquelle ils montrent en fait la démarche, y compris de façon assez courte, comment en fait ils font pour focaliser la goutte d'eau. Alors, faire des objectifs en eau, enfin à base d'eau, c'est quand même parce qu'une goutte d'eau, bon par essence elle est convexe. Pour en faire une goutte d'eau concave, ça va être compliqué à un moment donné. Voilà, il doit y avoir des techniques. Comment on appelle ça, d'optique qui vont permettre peut-être de réaliser des choses dans cet esprit-là, mais ça me paraît quand même fort compliqué. Enfin, c'est aussi de la haute technologie, quoi, hein, soyons clairs. Ici, en fait, clairement, tu vois qu'ils l'ont fait dans un labo, qui sans doute travaille sur ces idées de lentilles liquides. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de répliquer en liquide à l'identique une optique traditionnelle. Donc, tu n'auras pas les différents composants, etc. Ouais. Tu vas pas avoir du verre chromatique ou des choses ainsi. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'autres types de lentilles, mais qui se révéleront être suffisamment efficaces parce que c'est quand même pour un smartphone, donc c'est pas non plus le truc où tu veux un piqué exceptionnel nécessairement. L'intérêt, c'est du produit, je vais dire appliqué, pas de la campagne de publicité, c'est vraiment d'aller vers des choses qui sont plus petites, plus légères par rapport à un bloc optique traditionnel. Avec le temps qui court, j'imagine, le jour où on dira « Elle est moche ta photo ». Oui, j'ai bu mon objectif. J'avais soif. Bon, allez, on passe à la lettre T, si vous le voulez bien. T comme Twitter. Tiens, Bruno, Twitter. Sur Twitter, il y a de plus en plus de stars qui montent et qui obtiennent de plus en plus de followers. Un record a été établi cette semaine. Oui, c'est juste une petite brève. On aurait pu la mettre à M comme messaging tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est la chanteuse Katy Perry qui a dépassé la barre des 100 millions d'abonnés quand même sur Twitter. Et ça, en fait, simplement en 8 ans de présence sur le réseau Twitter. Donc c'est quand même pas mal. Et bon, voilà, c'est un premier cap franchi, mais Twitter commence et a toujours des problèmes de financement et son business model n'est toujours pas clair. Donc voilà, ils fêtent un succès, mais pour combien de temps, ça, on ne sait pas. Donc c'était juste une petite brève pour mentionner cette barre des 100 millions d'abonnés qui est quand même pas mal. Et en plus, avoir beaucoup d'abonnés sur Twitter, en tout cas économiquement, c'est moins porteur par exemple que d'avoir beaucoup de followers sur Instagram par exemple. Il y a des gens qui peuvent vivre aujourd'hui de leur vie entre guillemets sur Instagram, des sportifs et autres qui partagent leurs photos ou des mannequins et qui proposent des photos également dont ils ont vendu les droits quelque part à différents produits, je pense au milieu du cosmétique par exemple. Sur Instagram ça fonctionne, par contre du lien sponsorisé sur Twitter ça fonctionne un peu moins manifestement, donc voilà. C'est pas prévu pour. Hein, c'est peut-être pas fait pour, et voilà. Et malgré tout, je pense que quand on tweet et qu'on a autant de personnes qui vous suivent, ça a forcément un impact à un moment donné sur les gens par rapport à l'information qu'on a diffusée. Enfin bon, si on n'y croit pas, on n'y croit pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. On reste à la lettre T. T comme terrorisme. Ah, c'est chouette. Bruno, Google annonce 4 mesures anti-terrorisme. Oui, non, on est en plein dedans dans le terrorisme, ça n'arrête pas. Ouais. Donc voilà, et d'ailleurs suite au dernier attentat à Londres, il y a eu une critique directe sur les grands noms, Google, Microsoft et consorts. Et c'est suite à ça que Google finalement s'est dit bon, on va mettre un peu le paquet. On va même si on le fait déjà, hein, ils bloquent déjà certaines vidéos de manière
manuel avec des humains qui analysent, qui regardent les vidéos, qui après vont les bloquer parce qu'il y a un contenu élitiste ou qui met en évidence certaines religions par rapport à d'autres ou certaines races par rapport à d'autres ou incite à la violence par exemple. Mais ça, c'est des humains qui l'ont fait jusqu'à présent. Là, ça va être des algorithmes qui vont en fait prendre l'historique YouTube de toutes les vidéos qui ont été marquées comme étant problématiques ces 10 dernières années. Donc des choix qui ont été faits par des humains vont être analysés par des algorithmes pour en tirer en fait une méthode de comment on va taguer des vidéos comme étant dans ces catégories-là. Par la suite, il y aura quand même une vérification manuelle par un opérateur pour dire qu'une vidéo est effectivement à bloquer ou pas, mais au fil et à mesure que l'algorithme va comprendre comment une vidéo est dans cette catégorie ou pas, ça va s'améliorer. Il y aura moins en moins besoin de corriger le tir de ce côté-là. Chose importante aussi, c'est qu'en fait, Google a décidé de se mettre avec d'autres grands noms de l'informatique comme Facebook, Microsoft et Twitter à nouveau pour justement mettre ensemble ce savoir-là. Donc ce que Google va apprendre de toute cette analyse-là va être partagé avec les autres et inversement pour qu'on puisse en fait après avoir un algorithme, une intelligence artificielle qui va vraiment pouvoir filtrer ces vidéos-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui va quand même faire toute la différence, je dirais, dans les prochains mois. Voilà qui dit. C'est plutôt pas mal. Hein. Enfin, c'est vrai que la critique était de plus en plus présente et montait chaque fois en gamme à chaque événement. Et donc, voilà, c'est plutôt bien. Benoît. Juste pour compléter un petit peu ce que Bruno dit, donc il y a deux phases. Il y a une phase de détection, enfin dans ce qu'ils ont annoncé, il y a une phase de détection comme Bruno vient de l'expliquer. Et il y a une deuxième phase que je trouve particulièrement pertinente, qui n'est pas nécessairement d'effacer la vidéo, mais qui va peut-être être redirigée vers d'autres contenus qui vont essayer de... Parce que la personne qui cherche ce genre de choses, si on la laisse chercher, elle n'ira pas chez Google, elle ira ailleurs. Oui. Et donc leur idée, c'est de venir, dans certains cas, dire voilà, au lieu de vous montrer le contenu que vous avez cherché, on se rend compte que vous cherchez ça, mais on va vous présenter des vidéos qui vont vous faire réfléchir à la démarche dans laquelle vous vous engagez. On avait déjà parlé donc c'est un petit peu les techniques qu'ils ont mis au point pour la pub, le ciblage publicitaire. Oui, c'est ça. On va se rendre compte que tiens, mais tu cherches, je ne sais pas moi, un nouvel appareil photo, t'es en train de chercher. Par hasard. Et puis paf, on te dit tiens, vous savez que machin a sorti un nouvel appareil, ça pourrait vous intéresser. Vous savez qu'il y a une promo, c'est qu'il y a un machin. Et donc c'est pas ce que tu cherchais vraiment. Ah non, on te met un élément d'info qui est un peu lié à ce que tu as cherché. Et donc l'idée, c'est de faire un peu la même chose pour essayer de ramener, de resocialiser ce public-là. Et pour couper court à l'effet boule de neige qu'il peut y avoir au moment d'une recherche et des gens qui s'endoctrinent entre guillemets via Internet, c'est bien souvent parce que de fil en aiguille, justement en surfant sur Internet, ils sont confortés dans l'idée qu'ils se font, parce qu'évidemment ils sont documentés par des amis s'ils sont des amis à la même opinion, et puis et ça fait un effet boule de neige, tandis qu'à partir du moment où on fait des recherches et que sentant vers où on voudrait aller, l'outil redresse un peu la barre et réoriente vers des choses un petit peu plus, sensées, ou en tout cas censées faire réfléchir, effectivement, ça peut peut-être faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts sur les cerveaux aussi, à un moment donné, ce qui peut être pas mal. On va peut-être s'arrêter là sur la lettre, sur cette lettre-là, passer à la lettre U. Avant de passer à la lettre U qui était prévue, juste un tout petit mot sur la lettre U comme Uber, puisqu'on avait parlé la semaine passée de son CEO qui avait fait un pas de côté. Là, il a été beaucoup plus loin dans l'idée, il a fait plusieurs pas de côté puisqu'il a démissionné. Donc Travis Kalanick, le controversé patron de Uber, a finalement posé sa dème. Donc voilà,
Merci beaucoup, monsieur. Et apparemment, il est remplacé par, on ne sait pas encore par qui, en tout cas par quelques personnes pour l'instant qui vont reprendre un peu en main cette société, parce que là aussi, on parlait de Londres et des attentats de Londres, et aussi dans d'autres villes. Uber avait une politique un petit peu étrange au niveau tarifaire dès qu'il s'agissait d'événements comme celui-là. C'est un petit peu particulier, on en avait déjà parlé ici, souvenez-vous. Bon, allez, on passe à la lettre U cette fois comme Unicode, Benoît, pour une petite information, une information qui concerne les emojis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Unicode, c'est la norme qui spécifie toute une série de jeux de caractères qu'on va trouver sur les ordinateurs, sur les téléphones, etc. Et dans ces jeux de caractères, on trouve aussi des emojis. Et donc, tous les ans, le consortium Unicode sort une nouvelle version dans laquelle il rajoute des langues qui sont de plus en plus obscures et des choses qu'il y a très peu de gens qui parlent, mais c'est pas mal en soi de les prévoir de façon à ce que l'ordinateur soit capable de les restituer. Mais également, tous les ans, depuis quelques années maintenant, se rajoute une livraison de nouveaux emojis. Et cette année, on en a une petite soixantaine, 56 si je ne me trompe pas, avec des nouveaux symboles, de nouveaux smileys, non un smiley qui dit des injures, les différents drapeaux des différents royaumes du Royaume-Uni. Ouais. Donc le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Et alors, c'est une tendance de fond depuis quelques années dans les emojis, des emojis qui sont plus inclusifs, avec par exemple une femme voilée, des personnes asexuées. Donc tu sais, il y a ce débat plus dans les pays anglo-saxons que chez nous, de masculin, féminin, et la possibilité de cocher une troisième case qui est neutre. Et les emojis sont très typés, enfin pas la petite face jaune, mais les autres sont très typés garçon-fille. Et donc là, il y en a des qui sont moins typés, de nouveaux plats, des tranches des brocolis, des choses comme ça. Donc voilà, il y a 56 nouveaux emojis. Ah oui, il y a un génie aussi dans sa lampe. Ah, la lampe, le génie d'Aladin. Voilà, le génie de la lampe. D'accord, ok. Enfin, moi, je m'amuse de plus en plus avec les emojis. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est une manière de communiquer que je trouve plutôt rigolote. On parlait de Messenger, par exemple, ou les réseaux sociaux. Ça rajoute un petit quelque chose de rigolo. Ça rajoute un peu à la langue aussi, hein, comme le smiley de manière générale. On se rend compte que de plus en plus, ce genre de petits éléments qui sont quand même d'une certaine complexité. Maintenant, hein, les emojis, on est loin du simple smiley qui cligne de l'œil ou qui sourit. Ça devient de plus en plus compliqué de comprendre ce que l'emoji veut dire. Oui, c'est ça. De temps en temps, et là, on a cette crainte aussi il ressemble à ceci sur iOS, mais est-ce qu'il va ressembler à la même chose dans Facebook et sur Windows, etc. Des fois, il y a des différences comme ça. Elles sont pas extraordinaires, mais on pourrait être déçu. Hein, voilà. Et en fait, ce que fait le consortium Unicode, c'est publier donc la définition en disant voilà, il va y avoir un nouvel emoji, je sais pas, le génie par exemple. Il propose une espèce d'image type pour qu'on voit à quoi ça doit ressembler. Et puis effectivement, chaque constructeur le décline en leur déclinant dans son style à lui. Pour avoir l'emoji typé Apple, typé Messenger, typé etc. Okay. Mais comme ils sont tous définis avec la même définition, c'est ce qui permet en fait qu'on soit sur un Android ou sur un iPhone de voir plus ou moins la même chose. Oui, c'est ça. Sauf que si vous avez l'emoji revolver par exemple sur l'un, ça peut être un autre modèle de revolver que sur un autre, par exemple. Hein. Par contre, le caca, lui, c'est le même partout. Enfin bref, on peut passer à la suite, si vous voulez bien. On arrive tout doucement au bout de cet épisode, d'ailleurs, avec la lettre Y cette semaine. Oui. Y comme YouTube, Bruno, puisque je parlais de stars sur YouTube, sur Twitter tout à l'heure, il y en a également de plus en plus sur YouTube. C'est une volonté de la part du site de vidéo. Oui, ils veulent un petit peu rentrer dans la cour de Netflix, Hulu et Amazon, en fait, qui produisent eux-mêmes leurs propres séries qui seront diffusées à la base ou exclusivement sur leur réseau. YouTube ne veut pas rester en arrière, donc commence à vouloir faire la même chose et mettre sous contrat un certain nombre de stars, dont Katy Perry, à nouveau, on en a parlé sur Twitter. Ellen DeGeneres, Kevin Hart, pour nommer que cela. Mais il y aura à la base à peu près 50 contenus originaux qui vont être produits par YouTube. Il y en a déjà en ce moment apparemment 17 qui sont en train d'être produits en ce moment.
Donc voilà, est-ce que ça sera des petites séries ou des vraies séries, on ne sait pas encore trop. Ils gardent encore ça sous secret. À part qu'il y aura un certain nombre qui sera des séries de documentaires, ça c'est clair, sur ces stars-là. Ça peut être aussi des talk shows. Je pense que c'était le cas justement avec Hélène DeGeneres. Il était question qu'elle anime un talk show sur YouTube à un moment donné. Je ne sais pas où ça en est. Aussi de ses obligations, parce que j'imagine qu'elle a des obligations contractuelles avec son diffuseur. Mais ça pourrait être le cas à terme, non ? Voilà, effectivement. Donc, on va vraiment prendre ce qui restait encore à la télé, on va dire, aux chaînes traditionnelles, à part les séries et les films, ça on les a déjà sur Netflix et consorts. Et là, on va prendre tous les talk shows, etc., qu'on va mettre sur YouTube. Et YouTube va devenir finalement de plus en plus une chaîne de télévision sur Internet pour voir ce genre de contenu, et des contenus donc produits par YouTube même, par Google finalement à la base. Donc, Google est partout. Un bouquet de chaînes, on peut même dire, parce que c'est multiple, ce sont des chaînes, enfin en tout cas des canaux qui sont à chaque fois relativement ciblés, quelque part. C'est ça qui est bien aussi sur ce genre de plateforme, c'est justement d'avoir le choix et de pouvoir aller vers des choses des fois un peu plus pointues. C'est le cas de ce podcast, par exemple, les technos, il y en a d'autres, des concurrents, des amis, qu'on connaît, qui nous écoutent, qu'on écoute. Voilà, ça je pense que vous avez, vous aussi, donc l'embarras du choix, et vous nous avez choisi aujourd'hui, ce qui est une bonne chose pour nous, et on vous en remercie une fois de plus. C'était la fin de saison de ces deux gaillards. Benoît va passer de bonnes vacances, Bruno aussi. Bruno, oui. D'abord, j'ai quand même confondu une fois. Bruno, on va te retrouver quand même cet été dans les hors-séries que nous avons déjà enregistrées, où on répond aux questions de nos auditeurs. Benoît n'a malheureusement pas pu cette année participer à cet enregistrement. On ne te retrouvera donc pas cet été, mais bien entendu à la rentrée. Voilà, tu vas te reposer un petit peu. 2 mois de repos, au frais peut-être. Et on se retrouvera bien entendu pour d'autres épisodes et hors-série éventuelles à la rentrée. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus. C'était le 129e épisode des Technos. Le 130e, c'est la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.